Salut Julien, comment ça va? Yeah, salut Seb, en pleine forme aujourd'hui. Et toi? Oui, ça va super bien. Merci beaucoup. Je suis encore content de l'épisode là, d'hier sur la NL. Là. C'est vraiment le Mhm, fun d'avoir vu Maxime. Là. J'espère, en tout cas, petit message à tous. Si vous êtes européen, si vous êtes près d'une équipe de la NCAA, exemple ouais. à Boston ou quoi que ce soit, là, ou même une équipe de la Ligue junior, là, Mhm. envoyez-nous un petit message. Ça va nous faire plaisir de regarder ça. Puis si on voit une opportunité peut-être de discuter, ben, on pourrait à ce moment-là vous inviter sur le show aussi. Donc, c'est mordudehockey@gmail.com. Donc, mordu avec un S, évidemment. Vous pouvez le voir sur l'écran. Même ORDUS de hockey. Ouais. Puis, Donc, si je ouais, peux vas-y. renchérir, là, je pense que vous avez vu là, aussi avec nos interactions avec Max. On a beau manger du hockey, mais on ne mord pas nos invités quand ils viennent. Donc, faites-vous-en pas pour ça. On va être doux avec vous. Puis, Attention à ce que tu dis, là. Bonne. Ouais. Puis donc, aujourd'hui, le sujet du jour, en fait, c'est un épisode en deux sections. Là. On va Mhm, commencer. On parle évidemment d'un power ranking, d'un top 30, mhm, divisé en attaquants, défenseurs et gardiens de but. Puis on s'est amusé un peu à regarder qui pourrait faire partie du top 10 des attaquants. ouais, Aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. Je vais tout de suite vous mettre la liste pour que Julien, tu puisses commencer. mhm. Donc, ça, c'est notre top 10. Évidemment, il y a une manière à débat, hein, parce que les 10 meilleurs joueurs de la Ligue aujourd'hui versus dans 3 mois, ça pourrait changer. Hein. Oh, oui. Surtout si on se fie au nombre de points principalement. Là, je pense que tu sais. Mm. Dans tous les niveaux, au niveau de la LNH, on se fait un peu avoir avec les statistiques des points. Des fois, même, tu sais, il y a un débat sur 2-3 ans par rapport aux défenseurs. Je ne veux pas étirer, là, mais Non, c'est beau. il y a un bon débat à ce niveau-là. Est-ce que le meilleur défenseur est celui qui fait le plus de points ou le meilleur défenseur est celui qui Mm. contre mieux les attaques adverses? Bon, tu sais. Euh, Ouais. il a l'air d'avoir une tangente vers le plus de points, puis il a l'air d'avoir une tangente vers les attaquants pour la même chose aussi. Euh, Ben, je pense. regarde, excuse, Oui, vas-y, vas-y. même dans les poules de hockey, on le voit. Là, Mhm. la plupart des poules de hockey, on regarde au niveau des défenseurs, on regarde que les points, là, les passes et les buts. En Pourtant, plein ça. un défenseur complet fait beaucoup plus que ça. Mais c'est la même chose à l'attaque. Là. Oui, définitivement. Puis, tu sais, quand on parle de pool, moi, c'est pour ça qu'avec mes amis, j'aime bien ça. Là, on inclut les plus et moins au niveau de la défensive. Donc, ce Ouais. qui fait en sorte, veux pas, tu n'as pas le choix d'être plus conservateur, si je peux dire ça comme ça, Mhm. avec tes choix. Même si c'est des gars qui vont engranger beaucoup de points, s'ils finissent à moins 30, moins 40, c'est pas mal moins intéressant souvent au niveau final là, de la Ouais. conversion du total de points, moins 40 points. Ouf, c'est moins Non, non, intéressant. Donc, tout à fait. mais tu sais, encore là, je trouve ça important d'apporter cette nuance-là, sauf que clairement, au niveau des attaquants, je pense que Connor McDavid, c'est le meilleur pointeur, puis c'est le meilleur joueur à tous les points de vue. Fait que Ouais. c'est encore là, ça devient, ça devient un peu faux pour ce qui est de Connor McDavid. Mais si on pense à Nathan McKinnon puis Austin Matthews, là, je pense qu'il y a matière à débat à savoir lequel est le deuxième. Ouais. Est-ce que Ben, même McKinnon est... troisième. Oui, Même, tu définitivement. sais, deuxième, troisième. Tu sais, on regarde Matthews, McKinnon, Draisaitl. Exact. Tu sais, peu importe, là, je pense qu'une année, on ne peut pas se tromper. L'autre année, on peut se tromper. Tu sais, si on regarde 2021, McKinnon, ça allait pas bien. Il avait été blessé, Mhm. tout ça. L'année passée, il était en feu. Oui. On regarde Matthews, ça a été l'inverse. Tu sais, c'est l'année précédente qui était en feu, Mhm. qui a compté plus de 50 buts. Le problème maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on regarde juste la production offensive? C'est ça. C'est ça l'affaire. Parce que, tu sais, en termes de points, je pense que Draisaitl volerait la coupe aux deux autres parce qu'il joue avec Hmm. McDavid, veut pas, tu sais. Ouais. Puis, encore là, je pense que plusieurs personnes mettraient Draisaitl au deuxième parce qu'il vient combler une partie de jeu défensif que McDavid n'a pas au niveau de l'équipe, je pense. Hmm. Un joueur plus complet que McDavid, sauf que, écoute, McDavid fait tout seul là, sur la Ouais. patinoire, donc il reste le meilleur à cause de ça. Mais tu sais, je pense qu'il y aurait matière à débat facile entre ces trois joueurs-là pour savoir lequel des trois apporte le plus à son équipe présentement à l'âge qu'ils ont pour la saison 2023-2024, dans le fond. Ouais. Puis si on regarde aussi en termes de les 4 premiers, là, il y en Mhm. a seulement un qui a gagné la Coupe Stanley à date. Oui, On c'est parle de vrai aussi. McKinnon. Tu as raison. Fait que, tu sais, si on Donc, il parle faut. si on inclut le leadership dans les Ouais. meilleurs attaquants,
Ben, tu sais, oui, là, McKinnon vient prendre un peu la couronne, je pense, là, à ce niveau-là. Oui, ouais, exact. Tu sais, moi, évidemment, là, on se mettra pas de cachette. Là. Je mets McDavid premier. C'est le premier de la Ligue. C'est le meilleur joueur Ouais. que j'ai vu, de mes yeux vus, là, sur une patinoire, c'est lui. Incontestable. J'ai vu McKinnon, j'ai vu évidemment Draisaitl. J'ai l'impression que Draisaitl, c'est au niveau de l'attaque, c'est plus un finisher, mais McDavid est capable de faire tout, comme tu disais. C'est plus le repli défensif, un peu moins. Maintenant, peut-être cette année, il va le faire un peu plus. Puis il a prouvé qu'il était capable Ouais. d'engranger des points. Est-ce que maintenant il est capable d'amener son équipe au top, c'est-à-dire à la Coupe Stanley? Puis tu regardes, il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui manque de profondeur aussi, hein, Edmonton, malheureusement. Là, ils ont beaucoup de salaire donné à leurs joueurs clés. Puis, tu sais, quand on l'a vu avec Suzuki l'an passé, là, je vais faire un drôle de parallèle, là, mais tu sais, quand Suzuki jouait plein de minutes l'an passé, clairement, son rendement avait diminué, autant offensivement que défensivement. Et la raison est super simple, c'est qu'il économisait ses énergies parce qu'il était tout le temps sur la glace. C'est pas qu'il était un moins bon joueur pour autant, c'est juste qu'il économisait ce qu'il était capable de donner pour avoir plus d'impulsion, plus d'explosivité, puis être capable d'être performant quand même malgré tout. Je pense que c'est un peu la même situation que McDavid vit, parce qu'il est probablement il est utilisé à toutes les sauces. Là. Donc, clairement, ça permet justement là, de garder son offensive aussi explosive et impressionnante s'il en donne un petit peu moins en défensive. Puis il y a des gars au sein de l'équipe qui peuvent remplir ce rôle-là pendant que lui, il se laisse aller plus offensivement, dans le fond. Oui, tout à fait. C'est un bon point. Puis, tu sais, Suzuki, même, je pense, j'ai l'impression, même en camp d'entraînement, on peut le voir, là, il étire encore ces périodes. Là. J'aimerais ça qu'il resserre ça un peu plus. Tu sais, des fois, je le vois aller, puis je me dis, hey, pourquoi il n'est pas retourné au banc? Puis là, il reste pris en défensive, puis ça va pas bien. Puis, bon, il n'y a pas nécessairement des buts, mais tu vois qu'il y a des tentatives qui arrivent rapidement. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont dit, ben regarde, on va gagner 5-4, on va gagner 6-5. Puis let's go, on y va avec l'attaque. Mais de plus en plus au cours des dernières années, en tout cas, là, au moins 3-4 ans dans la Ligue nationale, je pense que c'est vraiment de façon exponentielle, là, quasiment les buts. J'exagère en disant exponentielle, là, ceux qui se connaissent en maths. Là. Mais il y a clairement une évolution vers le plus de buts. Et je crois que c'était l'objectif de la Ligue nationale de faire son marketing avec ça, dans le fond. Oui. Puis quand on regarde tous les joueurs qu'on voit là, c'est des joueurs qui marquent des buts, qui marquent des points. Oui. Prochain, après Matthews, McKinnon, Draisaitl, qui sont pas mal notre top 4 là, incontestés. On va aller voir les trois autres joueurs, là, le 3 blocs de joueurs. Là, c'est un petit peu plus difficile. Kucherov, ben, ça reste un jeune. Il est plus jeune que les deux autres, là, évidemment. Donc, ça reste un gars qui va encore produire beaucoup de points. Il fait beaucoup de passes. Pour vrai, sa vision de jeu est incroyable de ce joueur-là. Puis après, on a Crosby, Ovechkin. Est-ce qu'ils sont rendus trop vieux pour être dans notre top 10? Est-ce qu'on a des joueurs, je pense, qui pourraient prendre la place? Ou c'est quoi ton avis là-dessus? Mais je pense que pour Crosby, ça reste difficile. Un gars d'un point par match de façon constante, le leadership qu'il a avec l'équipe toujours. Pour Ovechkin, ça peut, je crois, être plus discutable, même si je le vois faire 30 buts encore au moins, en tout cas, pratiquement jusqu'à la fin de sa carrière, je le vois être capable de faire au moins 30 buts. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il est dur à tasser pour moi. Parce que c'est un gars qui s'implique quand même physiquement, qui est toujours en forme physique impressionnante à son âge. Peut-être qu'il va être un peu plus victime de blessures dans les prochaines années. Ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Mais encore là, chaque année, par exemple. oui, mais c'est juste, je pense, la normalité de vieillir, là, veux pas, au niveau de la Ligue nationale. Sauf que, écoute, c'est le seul que je serais prêt à peut-être tasser de ce top 10-là, parce que pour moi, Kucherov et Crosby restent des joueurs dominants dans la Ligue. Puis, écoute, il n'y a personne qui veut affronter Crosby encore. Tu n'as pas envie de jouer contre la première ligne quand tu joues contre les Penguins de Pittsburgh. Là. C'est un power forward avec un sniper en un. Oui. C'est très rare, en tout cas, qu'on a vu ça. Puis, oui, on peut rire de lui quand il est dans son bureau, là, dans le haut des cercles, mais il est tellement puissant, il est tellement facilement... Je comprends pas comment les joueurs peuvent l'oublier, là, mais avec son mouvement, avec le fait qu'il a l'air plus lent, soit que les joueurs ne veulent pas s'approcher de lui parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire frapper, ou soit tout simplement qu'ils ne l'ont pas vu parce qu'il a réussi à
s'évader, si on veut. Ouais. Donc, ça reste un joueur très sournois, très rapide, très puissant. Moi, évidemment, je ne peux pas l'enlever cette année, en tout cas. Pas Ouais. cette année. On va voir les années suivantes. C'était mon impression aussi, pour être honnête, Seb. Ouais. Puis Crosby, moi, j'y vais avec lui, pas nécessairement pour. C'est pas lui qui marque le plus de points maintenant. Là. Ça peut ressembler un peu à un Tavares, disons, mais son leadership, qu'est-ce qu'il amène, pas juste dans la chambre, mais même sur la glace, les joueurs adverses le respectent. Donc, juste jouer contre Crosby, tout de suite, les joueurs ne deviennent pas nécessairement plus nerveux, mais ça les met un petit peu off de leur game. Ça permet à son trio, en fait, de produire année après année, tout simplement. Ouais, puis il y a quelque chose, tu sais, il y a quelque chose d'intimidant avec ces deux gars-là, Crosby, Ovechkin. Je veux dire, en tout cas, moi, pour être gardien de but, je verrais n'importe quel des deux avec la rondelle qui arrive aux oreilles, puis non, j'ai pas envie, tu sais. Ouais, c'est ça. Sur une saison de 82 matchs, ça peut paraître que tu vas affronter des gardiens plus jeunes ou même des défenseurs qui viennent d'arriver ou des joueurs comme Slavkovski l'année passée qui ne s'est pas caché de dire quel point il était impressionné de voir Crosby et Ovechkin sur la glace. Clairement. Donc, suite à ça, là, on y va avec la nouvelle garde un peu. Donc, c'est des joueurs plus jeunes, c'est des joueurs dynamiques. Donc, on a Mitch Marner, Kirill Kaprizov et Alexander Barkov. Barkov, je pense que ça a été le plus difficile à ajouter dans la liste. Ben, tu sais, c'est ça. Puis ça pourrait être discutable. Là. Je pense que même Frank, il l'avait dit de son bord là, au podcast que pour lui, le meilleur joueur maintenant en Floride, c'est Matthew Tkachuk avec les séries qu'il y a eu l'an passé. Ouais. Si on parle du joueur le plus complet, je pense que ça doit être Barkov encore, par exemple, entre les deux. Là. Sauf que, écoute, Matthew Tkachuk a tellement été flamboyant l'an passé. Il devrait se greffer à cette liste-là très bientôt, si ce n'est pas le cas déjà, dans le fond. Pour ce qui est des deux autres, Marner et Kaprizov, écoute, on aurait pu discuter pour les placer devant Crosby, Ovechkin et Kucherov, par contre. Ouais. Moi, je suis prêt à discuter et à négocier pour ça, clairement. Pourquoi? Ben, Kaprizov, écoute, Kaprizov, Kaprizov, c'est le goaler, ça. Un autre joueur. Donc, Kaprizov, écoute, là, est tellement impressionnant depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale. Il a une vitesse, un lancer, une vision de jeu. Le Wild du Minnesota ne serait pas la moitié de l'équipe qu'ils sont présentement si ils n'avaient pas pris le leadership de cette équipe-là au niveau offensif, en tout cas. Donc, échanger les Parisés et les autres joueurs pour laisser toute la place à ce joueur-là. Exact. Bill Guérin, il a fait tout un job là, au Minnesota, il faut lui donner ça. Peut-être que vous ne l'aimiez pas tant que ça comme joueur, là, mais comme déjà, il a fait un sale boulot au Minnesota. L'acquisition de Fleury, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais c'était quand même un move super intéressant pour cette équipe-là. Puis, je suis quand même intéressé de voir ce qui va arriver avec lui aussi. Là. Tu dis que ça ne s'est pas passé comme. Gustafsson en a parlé dans un podcast précédent. Il a dit que l'arrivée évidemment, voyons. Fleury. De Fleury. Je m'en allais dire Théorène, tu sais, c'est comme ouf. Non, c'est pas le même Fleury. Non, c'est ça. Donc, l'arrivée de Fleury, ça l'a beaucoup aidé Gustafsson à se stabiliser parce qu'il se disait, regarde, moi, toute la pression sur mes épaules, il n'a jamais été habitué à ça. Puis sa venue lui l'a comme calmé. Oui. C'est ça, c'est cet élément-là qui a fait en sorte qu'il a élevé son jeu d'un cran. Puis là, on sait ce qui s'est passé. Là. Au début, Fleury avait joué quelques matchs, puis finalement, Gustafsson est revenu en force, puis il a fini la saison, puis c'est lui qui est le gardien numéro 1 maintenant. Oui. Mais il remet tout ça à Fleury, qui se sont parlé ces 2 bons amis maintenant. Là. Puis, en fait, je pense que un des meilleurs coéquipiers de la LNH au complet, c'est Fleury. Là. Puis ça revient régulièrement dans les discussions, à quel point il est pince sans rire, il est plaisant dans l'équipe, dans le vestiaire. Puis pour avoir été un peu dans ses traces, si je peux dire ça comme ça, là, dans mon jeune temps, je le suivais 2 ans derrière là, en tant que gardien de but. Écoute, il laissait toujours une empreinte positive partout ce qui passait. Donc, je pense que ça ne sera jamais différent. Là. C'est quelqu'un de contagieux au niveau. Son positivisme est contagieux, Marc-André Fleury. C'est important. Puis, je pense qu'on sous-estime beaucoup ces qualités-là du côté analyste ou du côté gérant d'estrade. Là. Je pense qu'on sous-estime toujours beaucoup ces points-là.
Puis, tu sais, même si on pense aux Canadiens, on était écœurés de voir Weinman, là, mais il y a une raison pourquoi il est encore là, puis c'est clairement ça la raison. Ouais. Ben, surtout quand tu le compares à des Hoffman, disons, ou à même Mhm. des Pitlick qui sont partis, comme dirait Frank, Pitlick, Petlau, à coup de pied dans le derrière. T'en plein Mais ça. Mais tu sais, c'est important. Tu sais, nous, on a Caulfield qui s'en occupe. On a la Mhm. défense, évidemment. Il y a plusieurs joueurs. Tu sais, ils en ont parlé aussi. Savard est un très grand farceur. C'est un gars d'équipe. Oui. Puis, tu sais, quand on regarde ces joueurs-là, l'ensemble des joueurs, on n'a pas beaucoup. Moi, en tout cas, quand je regarde c'est pas des grosses. C'est pas des joueurs qui ont des énormes, pas des égos, mais des énormes personnalités. Oui. Là, on regarde McDavid, c'est froid. Matthews, bon, à part le fait qu'il s'habille bien et tout ça, est-ce qu'il est Mhm. vraiment, il se met de l'avant? McKinnon a peut-être un petit peu plus. Draisaitl, on oublie ça. Kucherov, on oublie ça. Crosby, c'est le gars sérieux. Mhm. Ovechkin, lui, c'est un peu plus flamboyant. Marner, il suit les traces de Matthews. Kaprizov, Barkov, deux personnes qu'on n'entend jamais parler. Oui. Est-ce que c'est ce qui fait la marque de ces joueurs-là, c'est qu'ils sont dédiés à 100%, qu'ils font juste ça, puis ça finit là? Ben, je pense définitivement, tu as un point intéressant, Ced. Là. Tu sais, quand tu es concentré sur ton jeu, puis sur l'exemple que tu donnes, dans le fond, Mm. bon, là, je vais faire une généralité, là, mais vous remarquerez que les gens qui excellent dans la vie en général, dans tous les domaines, ne sont pas les gens qui vont aller crier sur tous les toits qu'ils sont bons puis qu'ils excellent. Ouais. Ce sont souvent des gens qui vont douter de leur potentiel, qui vont même douter de leur force, puis qui vont travailler doublement fort pour prouver à quel point ils méritent d'avoir le statut de meilleur joueur de leur équipe ou vice-versa. Donc, Mm. c'est aussi ce qui devient une forme de leadership aussi. Là. Faut pas l'oublier. Mais ce que je vois, en fait, c'est que c'est des gars, pour la majorité, en tout cas ceux qui sont là, peut-être à part Matthews, là, comme tu as mentionné, qui est peut-être un peu plus, bon, l'expression anglaise, c'est cocky. Ouais. Mais c'est tous des gars. Ovechkin aussi, pouvait l'avoir avant. Matthews, Là, Ovechkin. il a maturé. Là. Il a maturé avec Mm. les années. C'est moins le cas aujourd'hui. Mais clairement, c'est des gars, des joueurs qui, pour la majorité, sont assez humbles, je crois, au niveau de leur performance. Puis, en tout cas, je crois aussi que c'est le type de joueur qu'on va avoir chez le Canadien de plus en plus, si je fais un parallèle. Là. Fait que, tu Un sais, jour. c'est ça. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on se tient loin des super vedettes qui ont peut-être une personnalité un peu plus forte pour aller vers des gars qui ont un peu plus d'humilité dans leur jeu, dans leur personnalité, puis qui vont travailler fort justement pour continuer de prouver à quel point ils ont leur place. Ouais. Je suis bien d'accord. Ben, c'est un beau mot de la fin, hein, parce que on va diviser ça en deux, comme on vous a Ouais. dit. Donc, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui, mais venez nous voir demain matin. On va sortir les défenseurs et les Mm-hmm. gardiens de but. Donc, N'oublie pas nos petits thumbs up, gang, s'il vous plaît, ça nous aide bien gros. ouais. Merci beaucoup de nous suivre. Pas juste les thumbs up, mais suivez-nous, partagez aussi les Ouais. vidéos si vous trouvez ça intéressant à vos amis. Nous, en tout cas, on attend juste ça. Quand on va être rendu à 1000 personnes, ça se peut qu'on commence à faire des lives. On va Mm-hmm. vous revenir avec ça, on va vous teaser un peu. Ben, c'était notre objectif un peu depuis le début, là, mais c'est ça, faut avoir plus de stabilité, il faut avoir. C'est ça. Plus on va voir cette chaîne-là grandir, plus on va vous en donner. Ça, c'est clair, net et Exact. précis. Exactement. Donc, merci beaucoup, Julien. Merci à tout le monde. Puis, on se revoit demain matin. Yes, merci tout le monde.